Alors, intitulé Approche globale. Alors, effectivement, global, c'est global versus local. Mais en fait, il faudrait peut-être plus parler d'approche transversale plus que d'approche globale, puisque, effectivement, c'est moins la focalisation sur un territoire, et notamment sur un territoire national, sur l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou la France, qu'une entrée, alors soit par les marchés et transition énergétique, soit par la question des villes, que nos deux intervenants vont aborder la question qui nous occupe aujourd'hui. Alors, Thomas Reverdy de Pacte et Olivier Coutard du LAT sont deux chercheurs expérimentés. Alors, je dirais qu'ils ont fort à faire d'une certaine manière, parce que la jeune recherche qu'on a vue tout à l'heure, je trouve assez impressionnante personnellement. Et donc on voit que c'est vraiment un sujet, la transition énergétique et les territoires, qui a attiré de très bons éléments. Et on voit des choses qui pour moi alors, étaient très largement incompréhensibles il y a quelques années, commencent à se structurer et à prendre une figure quasi rationnelle. Donc c'est toujours rassurant de voir de l'ordre qui émerge. Et alors, donc c'est pour ça que nos deux intervenants ont le redoutable privilège de nous proposer des clés de lecture qui soient un peu transversales, qui puissent nous aider à avoir une discussion finale autour des différents cas qu'on a vus aujourd'hui. Donc je vais leur laisser la parole pour une demi-heure. Donc Thomas Reverdy. Voilà, donc bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette journée de me donner la possibilité de présenter donc des travaux de recherche en cours. On a beau être une recherche un peu moins jeune que ce qui a été présenté tout à l'heure, on est toujours... on peut être bien impliqué aussi, et présenter des travaux aussi qui ne sont pas forcément complètement achevés. Alors, je vais vous parler donc le titre de ma présentation, politique énergétique et marché d'électricité, régulation distribuée entre autorités interdépendantes. En fait, l'objectif de ma présentation, c'est de montrer comment se fabrique aujourd'hui le marché de l'électricité et qui prend en charge sa régulation. Et je vais vous montrer que on pourrait croire que la régulation, l'organisation de ce marché est prise en charge par, disons, des acteurs à peu près structurés, homogènes, cohérents. Et vous allez voir que c'est très loin d'être le cas. En fait, la conception du marché de l'électricité est un objet de lutte permanente. Alors, qui je suis pour parler de ça? Donc, je suis sociologue. Ça peut paraître un peu étrange. On aurait plutôt voulu voir des économistes éventuellement parler de ça, ou peut-être des politistes. En fait, en sociologie, il y a un courant qui s'appelle la sociologie économique. Et à l'intérieur de ce courant, il y a une nouvelle sociologie des marchés qui, pendant très longtemps, a cherché à montrer que en fait, les marchés ne fonctionnaient pas comme ce que disent les économistes et qu'il y avait beaucoup de relations sociales dans les marchés. Et plus récemment, constate que les marchés peuvent fonctionner comme le disent les économistes, mais pour ça, il faut mettre en place des moyens institutionnels, des instruments, des dispositifs qui sont... Enfin, il y a un tel travail pour arriver à constituer ces marchés que ce travail mérite d'être analysé par le sociologue, et ça vaut le coup de regarder évidemment comment donc ces marchés sont organisés. Donc c'est ce travail que j'ai essayé de faire pour le marché de l'électricité. Alors, le marché de l'électricité se prête assez bien à ce type d'exercice. Pourquoi ? Parce que à la fois, c'est un marché où l'activité de design, de conception du marché est particulièrement importante, parce que c'est un marché, le bien électrique, c'est un bien assez sophistiqué. Il y a énormément d'imperfections de marché potentielles, d'après les économistes. Donc, il y a un besoin d'investir assez fortement pour établir des règles et éviter ces imperfections, pour transformer l'électricité en un bien marchand. Et de l'autre côté, eh bien, le domaine de l'énergie, c'est un domaine où il y a toujours une intervention publique, politique significative.
Et du coup, on peut s'attendre à ce que l'État cherche à intervenir, enfin les autorités politiques, gouvernements et parlements cherchent aussi à intervenir dans le design de marché. Donc c'est un espace qui est privilégié de rencontres entre des efforts très techniques d'organisation du marché et des efforts plus politiques pour satisfaire toute une série d'enjeux, que par exemple les enjeux de transition énergétique, mais aussi des enjeux redistributifs entre les acteurs. Voilà, donc j'ai tenté, même s'il y a une forte influence de la sociologie économique dans mon cadre de recherche, je l'évoquerai à nouveau tout à l'heure, j'ai cherché aussi à entrer en dialogue avec les travaux en sciences politiques qui s'intéressent à, évidemment, la régulation de la vie économique, en particulier un grand nombre de travaux qui s'intéressent à la question de la concurrence, puisque vous savez que dans nos institutions européennes, je dirais la principale forme de régulation de l'économie aujourd'hui passe de plus en plus par la politique de la concurrence, qui a tendance à investir et à s'imposer aux traditionnelles politiques industrielles qui pouvaient exister au sein de différents pays. Alors, premier grand constat des politistes, on a un affaiblissement donc, de ces politiques industrielles nationales au profit du développement du marché unique dans quasiment tous les secteurs. Et finalement, on peut dire en grande partie l'énergie constitue une sorte d'exception face à ce mouvement général. Une exception, la question peut se poser d'ailleurs, est-ce qu'elle est durable, cette exception, ou est-ce qu'elle est simplement temporaire ? Donc un affaiblissement des politiques industrielles nationales avec évidemment une jurisprudence qui s'est constituée avec un pouvoir de plus en plus important de la Direction générale à la concurrence au niveau européen. Et ce pouvoir très important provient principalement d'une jurisprudence de la Cour de justice européenne qui a toujours été assez favorable aux décisions de la Direction générale à la concurrence et donc qui a constitué cet acteur et qui lui a donné un pouvoir très important par rapport d'ailleurs aux autres directions générales de la Commission et par rapport aux autres politiques européennes. On parle d'intégration négative, c'est-à-dire que finalement, par l'intermédiaire de ce droit de la concurrence, on a eu un phénomène d'intégration économique majeur qui n'a jamais supposé finalement des vraies décisions de la part des États, puisque en fait l'intégration s'est faite par le droit et souvent d'ailleurs contre les États. Voilà, alors aujourd'hui, cette dynamique, elle est aussi renforcée par la mise en place d'un réseau régulateur de la concurrence qui aussi donc travaille comme un accord pour déployer au niveau national une politique de la concurrence en lien avec l'Europe. Voilà, le deuxième mouvement qui est quand même important, une régulation de la concurrence qui est de plus en plus fondée sur une légitimité technique, c'est-à-dire que cette régulation de la concurrence s'appuie de moins en moins sur un droit qui a fait l'objet de vote et s'appuie de plus en plus sur une compétence économique. Il suffit de voir comment la Direction générale de la concurrence aujourd'hui travaille. Elle cherche, quand elle est confrontée à une affaire quelle qu'elle soit, que ce soit des enjeux d'aide d'État ou des situations de fusion-acquisition, elle s'appuie de plus en plus sur la théorie économique, la notion d'efficacité économique pour justifier ses actions, parce qu'elle sait qu'en apportant ce type de justification, elle sera soutenue par la Cour de justice des communautés européennes. Donc elle va s'appuyer sur, en gros, les économistes dominants et reconnus dans le champ pour pouvoir construire son argumentation. Son argumentation. Donc, on est dans un espace où on peut dire, globalement, on a une dynamique, enfin, c'est ce que montrent la plupart des travaux en théorie, en sciences politiques sur ce thème. On est dans une dynamique qui, globalement, accorde de plus en plus de poids à ces autorités autonomes, et ces autorités autonomes développent leur légitimité sur la base d'une expertise économique qui est nourrie en partie d'expertise universitaire, sélectionnant dans cette expertise-là certains types de compétences. Alors, donc voilà une dynamique qu'on trouve globalement, enfin c'est une synthèse un petit peu rapide peut-être de la littérature sur ces thèmes, mais qui est plutôt sur les autorités de la concurrence. Alors, c'est là où on va voir sur le marché de l'électricité peut intéresser potentiellement l'autorité de la concurrence, mais aussi la commission de régulation de l'énergie, qui sont deux autorités autonomes, donc l'une transversale et l'autre sectorielle pour la commission de régulation de l'énergie. Alors, du côté de la sociologie des marchés, qu'est-ce qu'on a mis, quels sont les travaux qui ont été publiés, qu'est-ce qu'ils mettent en valeur comme résultat ? D'abord, la place effectivement croissante de l'expertise économique universitaire
dans la conception des marchés, avec c'est une sociologie d'inspiration, sociologie des sciences et des techniques, qui cherche à montrer comment cette nouvelle expertise intervient dans la vie économique. Et puis, il y a des travaux qui sont très proches, mais qui cherchent à analyser de façon un peu plus fine l'organisation des instances de régulation et essayer de comprendre comment elles font leur choix, par exemple, entre différents experts pour définir un modèle de marché. Donc, par exemple, des travaux qui ont été faits sur les autorités de régulation de la concurrence ou sur sur les autorités dans le domaine des télécoms aux États-Unis, chez Mirowski, Nivka, ou l'autorité de la concurrence chez Dunez et Jeanne Maître, et qui regardent finalement quelles sont les compétences que le régulateur va solliciter pour justifier ses décisions. Voilà, donc je m'appuie sur cette sociologie des marchés pour construire ma démarche d'analyse. Donc, qu'est-ce que j'ai essayé de faire ? Reconstituer le processus d'élaboration, d'organisation d'un marché, ici donc le marché de l'électricité, définition des règles, mise en place d'un dispositif d'enchère par exemple, et identifier les décisions clés, les contributeurs, les ressources mobilisées, les exigences de légitimité. Donc voilà, donc l'objet d'étude, c'est le marché de l'électricité. Quelques mots quand même sur ce marché. Bon, on n'en a pas énormément parlé finalement aujourd'hui, mais je pense que tout le monde sait très bien que c'est un marché de commodités qui connaît des variations de prix très significatives qui peuvent être complètement dissociées des évolutions en termes de coûts. Comme beaucoup de marchés de commodités, est extrêmement sensible à des situations de sous-capacité ou surcapacité. Donc, c'est un marché qui connaît donc des variations. Si on regarde, je parle du marché de gros de l'électricité, bien sûr, je ne parle pas de la distribution. Donc, le marché de gros de l'électricité sur un produit de base enfin, l'électricité de base, on pourrait dire qu'on aurait normalement une certaine stabilité des prix. On a vu quand même une évolution. On est monté jusqu'à des 80-90 euros le mégawattheure pour un contrat à 1 an d'électricité de base en 2008. Et actuellement, on est autour de 27-28 euros le mégawattheure. 30, ouais, c'est un petit peu remonté. Voilà, bon, bonne nouvelle. Enfin, ça dépend pour qui. Voilà. Mais disons que je ne suis pas sûr forcément que cette variation des prix soit forcément une bonne nouvelle pour tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est une caractéristique forte. Et évidemment, cette variation des prix pose toute une série de problèmes sur le plan politique, et on va voir, dès lors qu'on s'appuie sur le mécanisme de marché pour organiser éventuellement certains éléments de la transition énergétique ou pour en tout cas, constituer sa politique de l'énergie. Donc, dès lors que ce marché, avec ses variations de prix, finalement, devient la référence de la définition de la valeur de l'électricité, eh bien, on est assis sur une sorte de volcan incertain, enfin, en tout cas, qu'on doit apprendre politiquement à gérer. Alors, j'ai du coup travaillé sur 3 objets. Premier objet qui est maintenant un peu daté, un peu historique, c'est ce qu'on a appelé la controverse autour de la rente nucléaire, c'est-à-dire cette situation où il s'est avéré que en France, le prix de marché de gros de l'électricité était au-dessus des coûts. Alors, on peut discuter qu'est-ce que c'est que les coûts historiques du nucléaire, mais disons qu'il y avait un décalage assez net et qui a conduit politiquement à toute une série d'interventions sur l'organisation du marché de l'électricité. On l'a un peu oublié, c'est la période 2004-2010 et qui a abouti à la loi NOM, mais qui est passée par plusieurs étapes, comme le consortium Excelsium, le retour au tarif pour les industriels, le TARTAM, puis ensuite la loi NOM. Donc là, l'enjeu a été de comment finalement diminuer les effets d'un prix de gros d'électricité trop élevé, en particulier pour les industriels qui étaient exposés. Le deuxième objet que j'ai étudié, c'est la valorisation des effacements de consommateurs, c'est-à-dire comment on articule les activités des agrégateurs d'effacement. Je en reparlerai peut-être après pour ceux qui ne connaissent pas ça. Tout le monde connaît ce que c'est qu'un agrégateur d'effacement diffus déjà ?
et un agrégateur d'effacement, ça va. Bon. Donc, j'ai essayé de reconstituer l'historique de la des règles permettant l'intégration dans le marché des activités d'effacement des consommateurs. Et puis enfin, le dernier thème, qui est un thème peut-être un peu plus européen, qui est les textes concernant les obligations de capacité. Et donc pour ces différents aménagements possibles du marché de l'électricité, j'ai essayé de voir quelles sont les interventions qu'on pourrait dire plus politiques et les interventions plus techniques, des interventions des acteurs type Parlement, Commission de régulation de l'énergie, Autorité de la concurrence, Conseil d'État, etc. Et vous verrez, en fait, quand on fait l'historique de ces différents aménagements, enfin en tout cas redesign de marché, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'interventions. Ces interventions sont très souvent contradictoires et conduisent à une forme d'instabilité, une combinaison entre à la fois une incertitude politique et une incertitude technique sur ces règles. Alors, quelques petites illustrations quand même de ces textes. Donc, le fameux partage de la rente nucléaire, si on regarde l'ensemble des textes qui ont eu chacun une influence décisive quand même sur la façon dont la valeur de l'électricité pouvait se définir et donc sur les redistributions entre finalement EDF, principal fournisseur, producteurs et fournisseurs d'électricité, et les clients, ici principalement les clients industriels, eh bien, voilà, c'est une série de mesures, de décisions qui chacune ont un effet non négligeable. Si on regarde la première, alors là j'ai pris un peu des décisions qui mettaient en scène des autorités de régulation et des autorités politiques. Mais bon, la première décision a été au moment donc, où l'électricité, le prix de marché de gros commençait à devenir problématique pour les grands consommateurs industriels. Donc, il y a eu un gros travail du côté du ministère, de l'administration, pour essayer de mettre en place un consortium d'achat qui permettait aux industriels d'acheter leur électricité à un prix découplé du prix gros de l'électricité. Donc, effectivement, le Conseil de la concurrence avait autorisé la mise en place de ce consortium. Mais cette décision a été ensuite a été fortement critiquée par la Commission européenne, je ne détaillerai pas, par d'autres décisions. Le Parlement français ensuite a validé aussi la mise en place de ce consortium, mais compte tenu de la position très critique au niveau européen et puis de la lenteur de la mise en place de ce consortium d'achat pour les entreprises électro-intensives, il y a eu une nouvelle décision du Parlement français avec la mise en place d'un tarif donc qui permettait aux industriels de revenir, qui étaient passés au marché, de revenir au tarif, donc de bénéficier d'un accès à l'électricité à un prix inférieur. Tout ça se compte quand même en quelques milliards ça a des effets redistributifs en quelques milliards d'euros à chaque fois. Enfin, c'est pas négligeable. Et ici, plutôt, si on prend le prix de marché de l'électricité comme référence, plutôt en faveur des industriels. Évidemment, cette décision a été contestée au niveau européen, qui a conduit la France à élaborer la loi NOM. Et puis ensuite, évidemment, la Commission européenne a finalement validé, parce que comme la loi NOM a mis un certain temps avant d'être mise en œuvre, finalement, la Commission européenne n'est pas allée jusqu'au bout de sa procédure pour aide d'État contre la France, contre ces tarifs réglementés. Bon, je fais vraiment très rapide pour expliquer cette histoire, évidemment. On pourrait développer. Je vous invite à lire cet ouvrage que je fais circuler, qui la raconte plus en détail. Alors, il faut que je fasse attention au temps. Une deuxième disposition qui a fait l'objet, là aussi, d'un très grand nombre, d'un certain mouvement, ce sont tout ce qui concerne les mécanismes de capacité. Donc, c'est comment on gère la sécurité énergétique et on assure cette sécurité, sachant qu'un constat, alors c'est un point très controversé d'ailleurs parmi les économistes, qui est que le marché de l'électricité ne permet pas aujourd'hui de garantir cette sécurité énergétique, cette sécurité d'approvisionnement dans les cas de pics de consommation ou bien à l'avenir dans les cas d'intermittence des énergies renouvelables. Donc il y a
il y a un débat au sein de la communauté des économistes, une incertitude sur est-ce que le marché tel qu'il est conçu aujourd'hui peut répondre à cette exigence de sécurité énergétique, et un certain nombre de marchés libéralisés se sont équipés d'un mécanisme supplémentaire, un mécanisme de capacité, sachant qu'il y a plusieurs mécanismes possibles. On peut avoir des réserves qui sont définies de façon centralisée, ou bien alors imposer à l'ensemble des fournisseurs d'électricité de disposer de capacités complémentaires, et bien sûr, ils ont la possibilité d'échanger ces capacités sur un marché. Je ne rentre pas dans le détail de ce mécanisme, mais là aussi, regardez le nombre de textes qui ont été, de situations, de textes qui ont été produits et qui montrent combien aussi ce mécanisme peut être controversé. Donc, il y a d'abord la loi NOM, donc Parlement français, qui définit, enfin, qui prévoit la mise en place de ce mécanisme de capacité, donc avec des exigences de capacité du côté des fournisseurs et la possibilité d'être échangé sur un marché. La commission de régulation émet des avis plutôt, met en question la pertinence de ce modèle. En particulier, souligne le fait que un tel mécanisme, si la France est seule à avancer sur ce mécanisme, ça créerait des distorsions dans le fonctionnement du marché européen de l'électricité, et donc souhaite plutôt de retarder la mise en place de ce mécanisme. Décision aussi de l'autorité de la concurrence. Le Conseil d'État, finalement, est amené à se prononcer suite à un recours de l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie qui sont... voilà, 10 minutes. Il faut que je fasse très attention. Voilà, donc le Conseil d'État, finalement, prend une décision qui consiste quand même à, en grande partie, retarder ou en tout cas affaiblir en 2013, c'est le recours. Et donc a fait effectivement, le Conseil d'État prend sa décision en 2015, qui est de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question justement sur ces marchés de capacité et la possibilité même de la France de pouvoir prendre position là-dessus. Donc on voit là aussi un processus assez laborieux, sachant qu'en parallèle, la Commission européenne a engagé une procédure contre la France pour justement ces mécanismes, en tout cas qui demandent à la procédure d'aide d'État, qui demande à la France de justifier la mise en place de ce marché de capacité. Donc là, vous voyez, là encore, un très grand nombre de décisions et une certaine incertitude sur l'issue de cette régulation. Enfin, un travail que je suis en cours de publication, qui est à peu près terminé, c'est une enquête sur la régulation de l'effacement diffus, donc un sujet de la façon d'intégrer la gestion de la demande des consommateurs dans le marché de l'électricité. Et là aussi, on a toute une série de décisions avec des allers-retours. Une première décision de la Commission de régulation de l'énergie qui prévoyait donc un mécanisme facilitant l'intégration donc de l'effacement, de l'activité des agrégateurs d'effacement diffus à l'intérieur du mécanisme, un mécanisme d'ajustement, qui est un mécanisme à très très court terme d'articulation offre-demande sur l'électricité. Cette décision a été annulée en Conseil d'État, qui a estimé qu'en fait la CRE s'était aventurée hors de son champ de responsabilité. Le Conseil d'État a finalement, si on regarde le texte, je vais très rapidement, mais disons, a considéré que la CRE n'a pas pris une décision strictement technique, mais a pris une décision qui avait une portée politique. Alors, c'est dans un contexte où un des opérateurs, enfin le principal opérateur agrégateur d'effacement, donc Voltalis, a fortement contesté le travail de la CRE devant les politiques. Donc les politiques ont été assez sensibles à l'action de cette entreprise et donc n'ont pas compris la position prise par la CRE. Donc tout ça a créé un contexte de controverse qui a du coup rendu possible cette décision du Conseil d'État qui annulait la décision de la CRE. Donc on voit par cette décision du Conseil d'État, par certains côtés, la Commission de régulation de l'énergie perd une partie de son champ d'autorité et de sa capacité à délibérer sur ce sujet. Et puis du coup, après s'engage finalement, se positionnent les autorités, donc les parlementaires se retrouvent
conduit à produire toute une série de textes sur l'effacement, donc avec énormément d'allers-retours, plusieurs textes parlementaires prévoyant des dispositions assez différentes sur l'articulation de l'effacement diffus. Tout ça pour finalement la loi de transition énergétique qui parvient à une certaine clarification du modèle. Alors pas forcément satisfaisant pour tous les acteurs, mais qui en tout cas, malheureusement, cette décision est en partie le résultat de l'accumulation de ces décisions contradictoires, parmi lesquelles elle tente de dessiner un certain équilibre. Voilà, alors si on regarde chacun des acteurs sur ces différentes... comment se positionne chacun des acteurs et quelle est un petit peu sa logique d'action et ses ressources sa logique, évidemment, il y a quelques éléments quelques régularités qu'on peut voir apparaître. Donc, gouvernement et Parlement cherchent évidemment à introduire dans le design de marché des enjeux forts, politiques, associés à l'énergie. Ils cherchent à contrôler les effets redistributifs de marché avec des tas de logiques, des tas d'enjeux industriels qui sont associés. Évidemment, c'est très souvent le Parlement qui est mobilisé parce que le gouvernement lui-même peut difficilement... en tout cas, il peut pas intervenir par décret. À ce moment-là, souvent, ces positions risqueraient, si elles étaient avec trop d'effets, risqueraient d'être contestées devant le Conseil d'État. Donc, c'est très souvent, du coup, le Parlement est très, très sollicité pour la rédaction, ce travail de design du marché. Avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, puisque si on regarde les débats parlementaires, des amendements en particulier, des fois on peut être un petit peu effrayé par le niveau de maîtrise des arguments techniques par les parlementaires, qui sont souvent les seuls à pouvoir porter devant le Parlement les arguments des différents acteurs concernés. La production législative, oui... Un élément important, les parlementaires, on observe quand même, sont très sensibles aux entrepreneurs innovateurs, surtout quand ils argumentent le fait que leurs propositions, leur activité est entravée par le monopole d'EDF. Les parlementaires sont très sensibles aux entrepreneurs innovateurs, surtout quand leur discours est fortement relayé avec les médias. Ça, on le voit très bien avec les décisions parlementaires concernant l'effacement diffus, par exemple. Les parlementaires sont porte-parole des débats techniques et des luttes d'influence entre acteurs économiques. Ça aussi, on peut voir aussi assez bien quand on analyse un petit peu les discours des parlementaires, finalement, de qui ils peuvent être porte-parole. Voilà, il y a aussi une instance, Conseil supérieur de l'énergie, qui régulièrement, c'est une instance qui est associée au Parlement, qui régulièrement peut apporter des éléments complémentaires sur ces sujets. La Direction générale à la concurrence, sa position sur l'ensemble de ces débats, c'est de défendre évidemment un modèle qu'on pourrait appeler Energy Only Market, qui tend à devenir un petit peu le modèle standard au niveau européen, mais elle accepte des formes d'adaptation négociées du modèle si elle fait face à un consensus au niveau national. Mais cette adaptation doit toujours se faire de telle façon qu'on puisse progresser au niveau européen sur le marché unique de l'électricité. Si on regarde la loi NOM, par exemple, la loi NOM a permis de créer une valeur de l'électricité spécifique à la situation française, mais en même temps, la loi NOM permettait de développer en France et d'articuler le marché de gros français avec le marché européen. Si on regarde l'exemple des marchés de capacité, on voit bien que l'Europe tient particulièrement dans cette négociation-là à développer, maintenir, à une certaine standardisation des designs de marché, mais toujours dans l'objectif, et c'est toujours l'argument qui est mis en valeur, de permettre l'intégration européenne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a probablement une marge de manœuvre vis-à-vis de l'Europe sur un modèle de marché d'électricité national, mais il faut toujours que cette marge de manœuvre ne vienne pas s'opposer, en tout cas, à cet effort d'intégration européen.
La Commission de régulation de l'énergie en France, donc c'est une autorité technique qui est très souvent sollicitée dans l'application des textes législatifs. Elle est parfois mobilisée au titre de son expertise. Elle peut avoir une activité assez proactive de design de marché, en réponse d'ailleurs aux sollicitations des acteurs de marché. C'était le cas sur plusieurs exemples, mais sinon de façon moins formelle et plus informelle, quand on interroge ses membres, il y a un attachement extrêmement fort au modèle de marché européen, Energy Only, Energy Only Market, avec un très fort objectif d'intégration du marché européen de l'électricité. Un point qui est assez intéressant, qui a été beaucoup reproché à la Commission de régulation de l'énergie, c'est le fait qu'elle est plutôt défavorable à des formes de régulation asymétriques, c'est-à-dire des régulations qui pourraient favoriser des nouveaux entrants ou des nouveaux modèles. C'est-à-dire qu'elle souhaite vraiment avoir un design, elle recherche un design de marché qui soit le plus rigoureux possible et le plus valide possible dans le temps long. Voilà. Autorité à la concurrence, j'en parlerai pas parce qu'il a finalement un rôle un tout petit peu mineur. Je terminerai pour évoquer le rôle du Conseil d'État. Alors finalement, le Conseil d'État intervient très souvent en dernier arbitre et c'est lui qui va finalement délimiter sur chaque dossier le poids respectif, soit de la Commission de régulation de l'énergie, soit étonnamment du Parlement. C'est-à-dire on pourrait imaginer mais on voit que sur un sujet comme le marché de capacité, que le Conseil d'État soit intervenu et interroge et encourage un report de la mise en place du marché de capacité, on voit que finalement, il finit par être une sorte de super régulateur du marché d'électricité. Alors, par exemple, on voit bien sur l'affaire sur l'effacement diffus, le Conseil d'État a pu contester l'autorité de la Commission de régulation de l'énergie dès lors qu'il a reconnu une dimension politique au design de marché et qu'il a estimé qu'il existait une incertitude sur le plan technique. Mais et ensuite, il peut contester aussi l'intervention parlementaire dans le design de marché, dans le cas enfin, il ne conteste pas directement l'intervention parlementaire, parce que ça, il n'a pas le droit, mais il conteste l'action du gouvernement qui applique les textes parlementaires dans le cadre des marchés de capacité, puisque là, le Conseil d'État a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves de l'efficacité et de la nécessité du marché de capacité. Il existe de nombreux inconvénients en termes d'intégration européenne. Donc vous voyez qu'il se fait arbitre. Alors, ce qui est aussi assez étonnant, c'est que le Conseil d'État procède par des auditions sur ces thèmes, ce qui est un peu exceptionnel parce que le Conseil d'État, traditionnellement, travaille uniquement sur dossier. Donc là, on voit bien que c'est en ça qu'il devient vraiment un lieu de délibération qui tente d'équilibrer ces différents niveaux et qui tente de contribuer très souvent à une clarification, une hiérarchisation des objectifs politiques et donc une délibération sur les moyens de les atteindre. Voilà, juste en guise de conclusion, on peut dire qu'il y a une sorte d'alliance entre autorités européennes et régulateurs sectoriels autour de la promotion de l'Energy Only Market, alors que finalement l'autorité de la concurrence semble moins fidèle à ce modèle Energy Only Market, principalement parce que l'autorité de la concurrence en France et donc c'est une autorité multisectorielle et qu'elle peut être influencée par d'autres raisonnements économiques que les raisonnements plus stricts du secteur économique qui existent dans le secteur énergétique. Et puis les autorités politiques nationales donc, tentent d'exploiter tant qu'elles peuvent les incertitudes formulées par l'expertise économique pour défendre des dispositions qui répondent à des enjeux redistributifs. On voit sur le marché de capacité, on voit sur l'effacement, on voit à chaque fois en gros qu'il y a un débat suffisamment nourri au sein de l'expertise universitaire. Eh bien, les autorités politiques l'exploitent pour prendre des décisions qui s'éloignent du modèle de Energy Only Market.
Et puis enfin, Conseil d'État, Conseil constitutionnel qui a pris aussi une décision, participe à une clarification des enjeux, des incertitudes, et en fait s'appuie sur un processus de délibération qui a un poids non négligeable en termes de régulation. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez que j'ai des éclairs. Merci Thomas et d'avoir réussi aussi dans cet exposé dense à présenter ces 3 cas dans le temps imparti. C'est pas facile. Donc merci d'avoir joué. C'est une bonne idée. Vous me direz si c'est une bonne idée ou pas. D'avoir joué le jeu. Donc maintenant c'est donc Olivier Coutard qui va nous parler de transition urbaine. Il est l'auteur d'un certain nombre de travaux importants, notamment avec Rutherford sur la transition énergétique urbaine et sur les réseaux. Et donc ça va nous permettre de continuer des fils de discussion qui ont parcouru cette journée. Alors on voit bien que c'est ce que je disais tout à l'heure, tout ça n'est pas vraiment global, c'est plus transversal, c'est-à-dire que c'est un écheveau qu'on peut saisir par différentes dimensions. Et la question de Thomas, par exemple, a fait réapparaître un acteur qu'on avait vu un peu disparaître, qui était l'échelon national et l'État dans la discussion, et qu'on voyait moins bien dans les collectivités territoriales et régions, et on voit bien tout le poids qu'ont ces différents acteurs. Voilà. Eh bien, Olivier Coutard, donc. Merci beaucoup pour ces quelques mots d'introduction. Voilà, oui, donc sans doute reparler un peu de l'État, mais avec d'autres, et reparler plus spécifiquement des grands réseaux, qui sont une dimension importante des choses dont on discute aujourd'hui. En fait, les questions autour desquelles je voudrais intervenir, mais alors il me faut une montre, sinon moi je ne suis pas aussi professionnel que Thomas, et donc... J'ai été aidé. Ouais, ça va aller, ça s'éteint tout le temps, mais ça va aller. C'est finalement pourquoi et comment les politiques, et dans une certaine mesure les systèmes énergétiques se relocalisent ou se réurbanisent, et réfléchir en termes d'autosuffisance et d'autonomie énergétique, et de voir sur quelle forme ça peut prendre et sur quelles infrastructures et systèmes techniques ça peut reposer. Oh non. C'est les joies du direct et du changement de format. Mais c'est pas très grave si ça n'empire pas. Alors, si on regarde dans le temps long, en fait, on a assisté, à partir des premiers réseaux électriques, à une sorte de délocalisation ou de désurbanisation. Les premiers systèmes électriques se sont développés, les premiers systèmes énergétiques modernes se sont développés à l'intérieur des centres urbains, et progressivement ont cru en taille et se sont désurbanisés, pour ainsi dire, ou délocalisés. Donc je ne vais pas revenir en détail sur les raisons pour lesquelles ils se sont d'abord développés au niveau local. Mais en revanche, il y a eu des facteurs assez puissants pour que ces systèmes grandissent et se séparent finalement des espaces urbanisés. Des questions de gestion des risques industriels qui fait qu'on a collectivement préféré progressivement produire l'énergie hors des espaces urbains, des questions de captation de ressources, puisqu'après tout les ressources n'étaient pas toutes localisées en ville, et on voulait pouvoir exploiter des ressources non urbaines, et des questions d'interconnexion qui ont fait qu'on a progressivement rendu solidaires et interdépendants des systèmes qui initialement ne l'étaient pas, et que ça a ouvert finalement la voie à une dissociation assez profonde entre lieu de production et lieu de consommation. Alors, il nous semble, et je trouve que les discussions qu'on a eues depuis le début de la matinée là, le
disons, l'illustre assez bien qu'on assiste d'une certaine forme aujourd'hui à une réurbanisation ou à une reterritorialisation, disons, si on veut prendre des mots peut-être moins spécifiques, une reterritorialisation des politiques et des systèmes énergétiques. Alors et des enjeux en amont de ça, ou concomitamment à ça, des enjeux et des débats. Donc d'abord, la question énergétique est redevenue un objet de débat public, ce qu'elle avait longtemps cessé d'être, et de débats locaux, et on assiste au foisonnement de stratégies et de projets locaux, et également d'installations ou de systèmes développés à l'échelle locale. Donc ça, je veux pas... en fait, je pensais le développer, mais finalement, j'y ai renoncé parce que beaucoup d'exemples et beaucoup de choses dont on a parlé depuis ce matin, il me semble, illustrent ça de manière assez forte et assez puissante. Juste insister sur deux choses qui me paraissent importantes à avoir en tête. D'une part, c'est que cette réurbanisation, cette reterritorialisation des questions énergétiques, elle s'opère à la fois de manière descendante et de manière ascendante. Alors, ascendante, j'entends par là des sociétés locales, alors des collectivités locales ou des communautés ou des groupes, ou même parfois des acteurs tout seuls dans leur coin, si j'ose dire, qui se ressaisissent de questions énergétiques et qui développent des choses, soit des projets, soit des installations énergétiques. Et ça, c'est une forme, j'allais dire, ascendante. Il y a une juxtaposition finalement d'initiatives locales, mais une forme aussi descendante qui consiste de plus en plus fortement pour les acteurs étatiques en particulier à distribuer, j'allais dire, dans le territoire les objectifs des politiques énergético-climatiques nationales. Et on le voit assez fortement, par exemple, en France, dans la manière dont les schémas régionaux climat, air, énergie ont été faits. Ils ont été, certes, ce sont des schémas régionaux, mais ils ont été co-élaborés par les régions et par les services régionaux de l'État. Et ils ont une dimension assez forte quand même de déclinaison de la politique énergétique nationale. Et avec des indications assez claires sur ce dont on avait le droit de parler, ce dont on n'avait pas le droit de parler dans les schémas régionaux climat, air, énergie. Donc, par exemple, on n'avait pas le droit de parler de nucléaire. Mais je dis ça, mais... Alors... Et là, on assiste plutôt à une territorialisation, si on veut, descendante, c'est-à-dire c'est l'État qui définit de quoi on parle, qu'est-ce qui est en jeu et comment se déclinent les objectifs de politique énergétique nationale aux échelles territoriales, qui peuvent être régionales, qui peuvent être celles des établissements de coopération intercommunale, puisque c'est un échelon qui monte en puissance, celles des communes, le cas échéant. Voilà, et deuxième remarque sur ce processus de reterritorialisation, les stratégies, les projets développés à l'échelle locale font souvent référence à un degré ou à une autre, ou sous une forme ou sous une autre, à des questions à un objectif ou à une visée d'autosuffisance énergétique. J'ai mis ou métabolique pour faire chic, mais enfin, autosuffisance énergétique, c'est-à-dire l'idée que finalement, c'est souhaitable que les territoires locaux, à différentes échelles, produisent une part plus grande, la plus grande possible, de l'énergie qu'ils consomment, une part ou une proportion. Et donc, il y a un objectif assez constamment affiché, c'est de dire, et souvent les stratégies sont introduites par des considérations sur le fait que la région XY, par exemple la région Île-de-France, ne produit que 10% de son énergie et il faudrait passer à 20 puis à 50. Et ça, ça a l'air d'aller de soi, mais ça ne va pas de soi. Et historiquement, pendant longtemps, ça n'est pas allé de soi du tout, qu'il fallait avoir un degré d'autosuffisance énergétique régionale. Alors, je vais prendre juste un petit exemple, parce qu'on a donné beaucoup de nourriture pour réfléchir dans les exposés précédents sur toutes sortes de projets locaux ou de relocalisation des politiques énergétiques. Je parlerai quand même 2 minutes de travaux déjà presque historiques qu'on avait fait avec un collègue sur la politique énergétique de Ken Livingstone, enfin initiée par Ken Livingstone quand il a été élu maire de Londres au milieu des années 2000.
mais qui est un exemple, ce qu'on a vu en fait de manière assez frappante, c'est qu'il y a une grande diversité d'initiatives et d'expérimentations, de reterritorialisation des politiques énergétiques, à la fois en termes d'acteurs, de processus, de dispositifs, mais donc le fait qu'on en ait déjà beaucoup parlé, finalement, me permet de le considérer comme un acquis de la journée et de poursuivre la discussion à partir de là. Alors, Ken Livingstone, donc, quand il a été élu maire de Londres, a engagé assez rapidement ce qu'il a appelé la révolution de l'énergie décentralisée. Et alors, dans le document donc de politique climatique publié en 2007, le texte introductif indiquait que l'objectif du maire est de permettre à un quart de la consommation, de la fourniture énergétique de Londres d'être indépendante du réseau et de reposer sur des systèmes locaux décentralisés en 2025 et que cette proportion dépasse 50% en 2050. Donc là, on est l'objectif en termes d'autosuffisance, pas d'autosuffisance complète, mais d'autosuffisance croissante en matière énergétique est clairement affichée. Et la première phrase de cette petite citation, là, la priorité centrale du maire pour réduire les émissions de carbone est de débrancher, on peut dire ça, autant que possible et aussi... oui, autant que possible l'approvisionnement énergétique de Londres du grand réseau national et de le faire reposer sur des réseaux locaux. Et la recherche qu'on menait là, c'était il y a une dizaine d'années, et c'était une recherche comparative entre Londres, Paris et Stockholm. Et quand on discutait avec nos interlocuteurs parisiens en disant « Et alors, quand est-ce que l'Île-de-France commence à se débrancher progressivement du réseau électrique ?» Les gens nous regardaient avec des yeux ronds en disant « Mais de quoi parle-t-il » Alors, bon, il faut évidemment décoder les mots, mais enfin, on voit quand même un peu la philosophie sous-jacente à cette stratégie londonienne de décentralisation énergétique, chose sur laquelle ni Ken Livingstone, ni d'ailleurs son successeur Boris Johnson ne sont revenus après la défaite de Livingstone aux élections municipale de 2012. Donc Livingstone, faisant le bilan de sa mandature, après avoir été battu, continuait à dire que sa politique énergétique était l'une des choses dont il était le plus fier. Et Boris Johnson s'inscrivant assez dans la continuité de son prédécesseur sur ces questions-là. Bon, alors il se trouve qu'ils avaient importé à Londres le modèle de Woking, la personne qui a été chargée de développer la stratégie de décentralisation énergétique à Londres était l'ancien concepteur de la politique énergétique de Woking, qui était une politique d'autosuffisance énergétique très poussée. C'est-à-dire l'objectif de la ville de Woking, mais qui est évidemment une beaucoup plus petite ville que Londres, était de produire autant d'électricité qu'elle en consommait. Et donc c'est ce modèle-là qui a inspiré Londres. Alors, donc, si on considère cette réurbanisation ou relocalisation des questions énergétiques comme une évolution incontestable, même si elle est partielle, même si elle est émergente, même si elle est fortement contestée par toutes sortes d'acteurs. Enfin, c'est pas un processus linéaire et ni complet, évidemment, mais c'est un processus incontestable, c'est une tendance incontestable. Ça vaut le coup de se demander un peu quels sont les facteurs sous-jacents à cette évolution. Alors, il y a des facteurs génériques sur lesquels je ne reviendrai pas, mais enfin, en gros, une importance croissante du fait urbain de manière générale. Enfin, là, je vous parle surtout, je base essentiellement mes remarques sur le contexte européen ou les pays d'industrialisation ancienne, donc Europe, Amérique du Nord, Japon, etc. Mais enfin, de manière plus large, on a un mouvement d'urbanisation très fort, et donc
une concentration des populations et des activités de plus en plus dans les zones urbaines. Donc le fait que les questions urbaines, les questions énergétiques soient d'abord des questions urbaines et de plus en plus des questions urbaines, ça va de soi. Mais pourquoi elles sont portées aux échelles urbaines ou territoriales, progressivement de plus en plus, ça a à voir avec un autre aspect. En fait, c'est la rencontre de cette première chose avec un autre aspect qui est le mouvement assez profond de décentralisation politique, ou en tout cas de perte de centralité de l'État. Là où historiquement les systèmes énergétiques étaient très liés à l'État, et de manière très forte en France et en Angleterre, et sans doute de manière assez différente en Allemagne, qui est un pays de tradition fédérale, mais là où les liens entre les grands réseaux énergétiques et l'État étaient très forts, la perte de centralité de l'État est un élément de contexte important dans lequel s'opère cette redistribution des prérogatives ou des compétences. Et il y a des facteurs plus spécifiques, et c'est eux qui sont décortiqués et travaillés dans les stratégies et dans les projets énergétiques. D'abord, il y a un mouvement assez systématique dans toutes ces stratégies énergétiques territoriales, c'est de regarder à nouveau frais, si j'ose dire, une nouvelle manière de renouveler le regard sur le potentiel énergétique des territoires. Il y a une longue période historique où finalement le développement des activités sur un territoire et sa capacité à produire de l'énergie ont été découplés. Ça a été un des facteurs importants de l'extension des réseaux énergétiques. Mais quand on reterritorialise le regard, si j'ose dire, on regarde de manière très différente le potentiel énergétique des territoires. Et donc les stratégies énergétiques territoriales, elles regardent elles identifient toutes sortes de ressources énergétiques qui ont été largement ignorées dans la période précédente. On a parlé beaucoup de photovoltaïque et d'éolien, mais et quantitativement, c'est sans doute justifié, mais il y a plein d'autres ressources énergétiques qui sont prises en considération et dans les stratégies territoriales. Il y a la géothermie, il y a les cultures à vocation énergétique, il y a le très grand nombre et la très grande diversité de sources de chaleur fatales dans les espaces urbanisés, c'est-à-dire tout ce qui produit de la chaleur, donc de l'énergie, mais qui n'est pas exploité comme tel. Donc on peut penser, je sais pas quoi, au réseau d'assainissement. Alors pour les déchets, il y a une tradition assez bien établie de valorisation énergétique des déchets, comme on dit de nos jours, enfin, donc d'incinération historiquement, et l'Allemagne, par exemple, a une très longue tradition d'incinération des déchets, mais aussi de méthanisation ou de gazéification. Donc on peut produire de l'énergie avec les déchets, et on en produit depuis longtemps et de plus en plus. Plus nouveau, c'est la récupération de chaleur sur les réseaux d'eau usée. Il y a eu quelques expériences pionnières au Japon, en Scandinavie, au Canada, à Vancouver en particulier. Et puis, ces choses-là se développent. Chaleur fatale liée au réseau de transport, par exemple, celle qui est produite par les réseaux de métro. Chaleur fatale produite par les data centers ou par toutes sortes d'autres activités industrielles. Et donc ces gisements d'énergie se trouvent notablement concentrés en ville, ces gisements d'énergie fatale. Donc premier aspect finalement de cette reterritorialisation, on regarde le potentiel énergétique des territoires de manière différente, et on révèle de nouvelles sources d'énergie. Et par ailleurs, les espaces urbanisés, c'est-à-dire les espaces où s'accumulent activités et populations, fournissent aussi des contextes favorables à l'exploitation de certaines sources d'énergie que j'ai évoquées, ou de certains vecteurs énergétiques. Par exemple, les réseaux de chaleur sont, pour des raisons assez évidentes, développés dans des zones urbanisées, dans des espaces urbanisés, dans des espaces agglomérés, denses, relativement denses, et évidemment pas dans des espaces peu denses. Et puis, si on regarde finalement, si on regarde l'ensemble de ces stratégies énergétiques territoriales, je soulignais tout à l'heure qu'elles ont une grande diversité sous plein d'aspects.
Et cette diversité est en elle-même une ressource possible. Après tout, dans un contexte dans lequel on voit bien que le modèle historiquement hérité de grands systèmes énergétiques est sérieusement remis en question, mais dans lequel on ne sait pas trop encore vers quelle configuration socio-technique on s'oriente, et dans une perspective, on pourrait dire presque darwinienne, le fait que des expériences, des initiatives, des innovations diverses se multiplient dans le territoire est après tout une manière peut-être de faire émerger des choses qui émergeraient moins facilement dans des approches plus descendantes. Alors, quelques considérations pour conclure sur, et en revenant sur cette question d'autosuffisance et d'autonomie énergétique. Bien, ce qu'on voit quand on regarde les stratégies énergétiques territoriales, c'est que l'objectif d'autosuffisance est assez en phase finalement avec ce que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire en se donnant comme mot d'ordre finalement la recherche d'une certaine autosuffisance énergétique, on se met en situation d'exploiter le potentiel énergétique territorial et tout le potentiel énergétique territorial. On se donne aussi un moyen de mobilisation des acteurs, parce que c'est un mot d'ordre assez simple à comprendre et assez mobilisateur, et encore une fois, pour différents acteurs et à différentes échelles. Et dire finalement, pourquoi est-ce qu'on ne produirait pas notre propre énergie, exprimée parfois de cette manière-là, parfois de manière plus sophistiquée, mais l'idée revient la même, et l'idée revient au même, et c'est un facteur, disons, de mobilisation collective. C'est également un facteur d'innovation, puisque ça amène à mettre en œuvre de nouveaux dispositifs ou de nouvelles configurations sociotechniques pour produire et fournir l'énergie, ou éventuellement pour en réduire la consommation, qui est un aspect sur lequel je ne développerai pas plus que ça dans mon intervention. Alors, autosuffisance et autonomie. Souvent, on parle d'autonomie énergétique pour définir la capacité d'un territoire ou d'une société à s'approvisionner et à répondre à ses besoins énergétiques. Alors moi, je vous propose de faire une distinction assez nette entre autosuffisance énergétique, qui est en gros la part de l'énergie qu'on consomme et qu'on produit soi-même, le soi étant un territoire, une société, un État, etc. Et autonomie, plutôt dans un sens politique, renvoyant à la capacité d'une société ou d'une collectivité locale à définir ses propres règles et ses propres objectifs, et ensuite à les mettre en œuvre, à se conformer à ces règles et à mettre en œuvre ces objectifs. Donc je garderais autosuffisance, si j'ose dire, plutôt dans le sens, dans l'acception technique en quelque sorte. Quel est le rapport entre ce qu'on produit comme énergie et ce qu'on consomme, sachant qu'ensuite il y a toute la question de savoir, évidemment, on peut produire en moyenne 30% de son énergie, mais à certaines périodes de l'année ou de la journée ne pouvoir satisfaire que 10% de ses besoins. Donc tout ça, vous le connaissez aussi bien et mieux que moi. Et donc je garderai le terme d'autonomie plutôt dans son sens politique, de capacité finalement d'auto-organisation d'une société ou d'une collectivité locale en matière énergétique. Et alors à partir de là, je voudrais rapidement en conclusion reprendre cette question de l'autosuffisance et de l'autonomie énergétique à partir de la question des infrastructures et de qu'est-ce qu'il advient des grands réseaux dans les transitions, dans les évolutions en cours. Parce que, et j'y reviendrai brièvement après, le modèle du grand réseau est assez sérieusement questionné par les évolutions en germe qu'on observe, et dans le même temps, il reste... il conserve des justifications sérieuses. Alors, je ne vais pas détailler puisqu'on en a déjà pas mal parlé dans la journée, mais enfin, il y a des arguments puissants en faveur d'un maintien et même d'un développement des grands réseaux.
qui ont à voir avec la mobilisation de sources distantes d'énergie nouvelle et renouvelable. On a parlé ce matin des parcs éoliens du nord de l'Allemagne et de la manière d'acheminer l'énergie produite vers les zones de consommation dans le sud de l'Allemagne. Et cette problématique est assez générale. Deuxième fonction des grands réseaux, la fonction d'interconnexion et de mutualisation des moyens de production et de stock dans l'espace, c'est-à-dire de lissage des variations de consommation qui restent aussi très puissantes. Et puis les grands réseaux comme moyen de se protéger contre les risques et en particulier contre les défaillances de moyens de production. Et donc la question qui se pose, c'est finalement, dans des territoires qui envisagent une autosuffisance de plus en plus grande en matière énergétique, quel est le sort des grandes infrastructures, le sort réservé aux grandes infrastructures. Alors je vais peut-être pas passer trop de temps là-dessus. Juste pour revenir sur le point que j'évoquais précédemment, qui était de dire que les stratégies territoriales énergétiques conduisent à une remise en cause des grands réseaux. En gros, ces stratégies reposent sur un certain nombre d'objectifs: promotion des énergies renouvelables, réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc. Mais quand elles se traduisent en termes de recherche d'autosuffisance, on s'aperçoit qu'elles s'opposent presque terme à terme au modèle historiquement constitué du grand réseau. Elles mettent en valeur un métabolisme circulaire ou une circularité du métabolisme territorial, là où le grand réseau jouait beaucoup sur un métabolisme linéaire. On va chercher des ressources loin, on les consomme dans un espace donné et puis on rejette les déchets plus loin. Elle repose sur plutôt une logique de maîtrise de la demande et de sobriété que sur la logique d'offre et de satisfaction d'une demande toujours croissante qui était la logique d'offre, la logique traditionnelle des grands réseaux. Elle repose sur un modèle écologique de préservation des ressources et du milieu, et donc un modèle de stock, si on veut, là où les grands réseaux reposaient historiquement sur un modèle d'expansion de grands systèmes et un modèle de flux. Elle repose sur les notions de réversibilité et d'adaptabilité des formes d'approvisionnement énergétique, là où les grands réseaux introduisait plutôt de l'irréversibilité et de l'inertie de très grande durée. Et donc, en gros, on peut dire sur beaucoup d'aspects qui ont été au cœur du développement du modèle du grand réseau historiquement, les objectifs, la philosophie et les principes, disons, d'une transition vers des systèmes énergétiques plus durables viennent en opposition à ce modèle-là. Donc c'est pour ça que je disais qu'on assiste à une sévère remise en cause des grands réseaux. Évidemment, il est toujours possible de dire qu'on va utiliser les grands réseaux autrement que ce pourquoi ils ont été, ce par quoi plus exactement ils se sont développés historiquement, mais il ne faut pas, à mon sens, sous-estimer la remise en question que ça représente. Et d'ailleurs, quand on regarde infrastructurellement comment se traduisent ces politiques énergétiques territoriales, ou ces politiques d'ailleurs territoriales de développement durable plus largement, on s'aperçoit qu'on a des formes diverses et nombreuses d'émancipation par rapport aux grands réseaux. Soit, je n'ai pas le temps de développer tout ça, soit par le fait de ne pas raccorder au réseau des territoires dans lesquels ou des espaces dans lesquels on développe des activités nouvelles alors qu'antérieurement on les aurait raccordés, le fait de développer les capacités de production locale,
et donc de s'émanciper progressivement du réseau, comme je l'évoquais dans le cas de la politique londonienne. Le fait de recirculariser de manière aussi systématique que possible les flux métaboliques en exploitant au mieux tout le potentiel énergétique des territoires que j'évoquais tout à l'heure. Donc toutes ces politiques-là ont des traductions disons, l'une de leurs conséquences, c'est une émancipation progressive des grands réseaux énergétiques, qui font que si on les prolonge, après tout, peut-être que ces tendances-là n'ont pas vocation à se prolonger éternellement, mais enfin, faisons l'hypothèse que pour les prochaines décennies, les raisons que j'ai brièvement évoquées et qui ont conduit à cette reterritorialisation, encore une fois, émergente, partielle, contestée, etc., mais effective des stratégies et des systèmes énergétiques. Faisons l'hypothèse donc que les raisons qui ont conduit à ça perdurent dans les années et dans les décennies qui viennent. Il me semble que ça soulève un certain nombre de questions que j'ai résumées dans cette slide qui est la dernière, je crois. D'abord, la question de quelle serait la fonction des grands réseaux dans ce modèle-là. On voit que les grands réseaux énergétiques et les grands réseaux électriques en particulier ont une fonction de mutualisation, mais ils ont aussi une fonction d'acheminement de l'énergie. Dans l'hypothèse d'une territorialisation de plus en plus marquée des stratégies énergétiques, reposant sur la recherche d'une autosuffisance croissante, on pourrait imaginer que cette fonction, on peut prévoir que cette fonction d'approvisionnement va se réduire et que les grands réseaux deviendraient essentiellement des réseaux de mutualisation. Mutualisation, donc, par exemple, pour faire face aux demandes de pointe, mutualisation pour faire face aux risques ou aux aléas, et que la fonction d'approvisionnement, c'est-à-dire d'acheminement de grandes quantités d'énergie des sites de production vers les sites de consommation, que cette fonction d'approvisionnement perde progressivement en importance. Or, elle est une source de revenus, évidemment, et donc une question sous-jacente, est de savoir, dans des grands réseaux qui seraient consacrés exclusivement, essentiellement à une fonction de mutualisation, comment est-ce que ces réseaux seraient financés. Ça renvoie à la question du modèle économique qui est en bas de la diapositive. Deuxièmement, ça renvoie à la question de qu'est-ce qu'on fait des grands réseaux dont on aurait moins besoin ou besoin différemment. Alors, on est bien d'accord pour dire que il y a des tenants de la thèse inverse, le tenant de la thèse consistant à dire que plus on développera les énergies renouvelables, par exemple, plus on aura besoin de grands réseaux. Et donc, au contraire, il faut développer les grands réseaux dans cette hypothèse-là. Mais on observe quand même des réflexions assez poussées et assez convaincantes dans le sens inverse. Par exemple, en Grande-Bretagne, qui est un des pays qui nous intéresse ici, et ça a été évoqué ce matin, une tradition de chauffage des bâtiments au gaz, par chaudière à gaz, qui est encore marginalement, mais quand même significativement remise en cause par le développement de réseaux de chaleur et par des formes, par le développement, disons, de formes alternatives de chauffage des bâtiments. Et il y a une réflexion qui a été conduite par le régulateur, je crois. Alors c'est là que mes commentaires me manquent, c'est que je ne sais plus qui a conduit cette réflexion sur l'avenir du réseau national de gaz naturel, en disant si après tout on ne se sert plus du gaz naturel pour chauffer l'ensemble des logements, on n'aura plus besoin de ce réseau national qui va dans tous les logements, qui est universel. Et en même temps, on a cette infrastructure, donc ça serait dommage de la démanteler. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec le réseau de gaz une fois qu'il ne servirait plus à amener le gaz pour alimenter les chaudières de chauffage dans toutes les maisons britanniques? Et donc on réfléchit, on dit il pourrait apporter de l'hydrogène, ou il pourrait justement de l'hydrogène qui permettrait qui est une forme de stockage de l'électricité, donc qui pourrait être mise au service d'un modèle beaucoup plus électrique. Et voilà, et je pense que même s'il s'agit de réflexion prospective et que l'avenir n'est jamais certain, aucun avenir spécifique n'est certain, l'avenir est ouvert, disons, ça vaudrait le coup de pousser ces réflexions-là sur finalement que deviennent les grands réseaux dans
si les tendances qui émergent aujourd'hui sont poussées jusqu'à leur logique ultime. Quelle forme de solidarité entre territoires? Alors les grands réseaux historiquement ont été utilisés pour solidariser à l'intérieur des territoires, et donc les grands réseaux nationaux à l'intérieur des territoires nationaux, solidariser au sens de la péréquation tarifaire, par exemple, qui est l'exemple emblématique dans le contexte français, mais solidariser aussi en matière de choix énergétiques, c'est-à-dire on fait des choix énergétiques qui nous engagent pour 10, 20, 30, 50 ans, en tout cas les choix qu'on a fait historiquement, la grande hydraulique, le nucléaire, tout ça, c'est des choix qui ont des implications dans un futur très long. Mais quand la conjoncture change, on est exposé à des aléas. Il y a peut-être des moyens de production plus économiques qui vont apparaître. Et donc le grand réseau opère une solidarité à l'échelle d'un territoire assez vaste. Si maintenant les échelles de solidarité sont plus restreintes, ou des systèmes techniques régionaux, par exemple, ou au sein des grandes régions urbaines se développent, eh bien, telle grande région urbaine va faire le choix du photovoltaïque qui, pour une raison X ou Y, s'avérera un très mauvais choix dans 10 ans. Une autre région fera le choix de la géothermie qui, elle, s'avérera un très bon choix. Et donc, on aura 2 régions urbaines françaises qui se retrouveront sur des trajectoires énergétiques radicalement différentes, avec des coûts de l'énergie radicalement différents. Est-ce que ça, c'est socio-politiquement acceptable? Donc, ce genre de questions doivent être également posées. Et puis, quelle gouvernance des risques? On l'a dit ce matin, mais je crois qu'il faut y insister beaucoup. L'autonomie énergétique, l'autosuffisance, pardon, si moi-même je me mets en ça ne va pas, l'autosuffisance énergétique des territoires en moyenne, c'est une chose, mais la demande d'énergie fluctue beaucoup, les capacités d'offre fluctuent beaucoup aussi, et en cas de défaillance, qui se retrouve responsable? Pour l'instant, les responsabilités sont très clairement définies, mais dans un système radicalement décentralisé, si j'ose dire, ces responsabilités doivent être complètement repensées. Voilà un certain nombre d'enjeux sur lesquels je voulais conclure mon intervention, et je vous remercie.